Défonce minute, binge drinking, biture défonce, autant de formules utilisées par les adolescents pour évoquer un redoutable phénomène, absorber un maximum d'alcool en un minimum de temps. Je vais pas aller le cajoler, c'est de sa faute. Filles et garçons, de plus en plus jeunes, se livrent à ces consommations extrêmes, en dépit des dangers qu'ils courent. 4 heures du matin, aux urgences du CHU de Nantes. Pierre, 16 ans, proche du coma éthylique et blessé au visage, est accompagné par son père. Parce qu'il est coupé, là. Il sait même pas s'il s'est pris un coup, il est tombé. Il ferait mieux de faire attention. On ne sait pas ce qui peut arriver, là. À 16-17 ans, c'est pas normal. Moi, je trouve, hein. Vous avez vu dans quel état il est? Et là, il sait même plus où qui sont ses copains. Alors, on sait même pas ce qui est arrivé à ses copains, là. Ça va, il est gentil, mais il aurait pu lui arriver quelque chose de plus grave. T'as pas envie de vomir? Non. Il a vomi. Il a vomi chez Ouais. vous? Par terre, proche de moi. Je sais pas. Est-ce que tu as mal quelque part là? Non. Même pas la tête? Ça peut être grave là. Hein. On l'a à première vue, ça va, mais il aurait pu sonner en bas, puis on l'a tombé dans la rue, puis se réveiller que demain là. Parce qu'il m'avait dit qu'il allait dormir chez son copain, qui rentrait qu'à 11h demain matin. Je vais pas l'interdire de sortir, c'est complètement idiot. Je vais pas lui mettre les chaînes, hein, on va pas l'interdire de sortir, mais que ça lui serve de leçon. Hein, je suis comme tous les parents, que ça lui serve de leçon. Hein, Ce qui a changé dans le recours à l'alcool à l'adolescence, c'est principalement que l'âge de la consommation a baissé. Donc on voit maintenant ce problème se poser chez des collégiens et non pas seulement à l'âge du lycée. Et deuxièmement, le mode de recours à l'alcool a changé dans son intensité, c'est-à-dire que c'est une recherche d'ivresse aiguë pour un certain nombre d'adolescents, pas pour tous bien sûr, qui va dominer le tableau, alors que c'était tout à fait rare auparavant. L'alcool était plutôt utilisé pour se désinhiber. L'alcoolisation intensive, et en particulier avec des alcools durs, hein, à fort degré d'alcool, va pouvoir aboutir à l'extrême, à des comas qu'on ne voyait quasiment jamais chez des jeunes d'âge collégien, hein, disons, auparavant, et que l'on voit maintenant dans les différents centres urgences pédiatriques de manière assez habituelle. Plus l'alcoolisation est précoce et plus l'alcoolisation est grave précocement, plus il y a de risques 10 ans après d'être alcoolique chronique. C'est-à-dire qu'il y a quand même un enjeu très important. Bah dites donc, hein, on dirait que vous avez rencontré un boxeur là. Et puis bien sûr les risques d'accident, pas seulement parce qu'on est sur son scooter à la sortie de l'alcoolisation, mais aussi même à pied, les défis qu'on se lance en groupe, en bande, et les risques que l'on court alors. Il sait pas trop, il s'est retrouvé avec la voiture à l'envers et il s'est cogné, il a pris le pare-brise. Si, il a fait un tonneau, je suis d'accord. Il a fait un tonneau. Sorti mal vu. Blessé au visage, une petite coupure. Vous vous rappelez plus de ce qui s'est passé du tout? Bah non, pas du tout. Pas Enfin, du tout. L'accident, les circonstances. Ouais, j'étais peut-être pas super vigilant quoi sur à ce moment-là. Ouais. Et... D'accord. Pourquoi vous étiez pas vigilant? Parce que je sais pas, on a beau faire tous les efforts, on est pas tout en sang quoi. Et sinon vous avez picolé un petit peu là avant de prendre votre voiture ou pas? Ça vous pose un problème qu'on vous fasse une prise de sang? Du tout. Non. On vous l'a faite? N'hésitez pas. C'est bon. Pourquoi vous la refusez? Nous en foutez. Non mais ça n'a aucune valeur médico-légale, hein. Nous c'est pour nous, hein. La police peut pas. Non, bah non, bien sûr que non. Jeune homme. Pierre. Allô? Ouais. Ça va? Ouais. Ouais. Prends la gueule. Bon. Aujourd'hui, c'est un peu une matinée habituelle pour la traumato ici à Nantes. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive, je prends ma fonction à 8h30 et j'ai 2 personnes dont le motif d'hospitalisation est directement lié à l'alcool. Un monsieur de 19 ans et une dame de 21 ans. Parce que c'est mouillé? Non, c'est vomi.
Et c'est trempé aussi. C'est trempé de vomi. Notamment la jeune fille, là c'est la deuxième fois qu'elle venait en quelques mois, avec à chaque fois des alcoolémies qui sont dosés dans le sang et qui sont supérieurs à 2 grammes, donc c'est beaucoup chez quelqu'un de jeune comme ça. Ça signifie qu'elle a dû quand même boire très très vite, je pense, c'est un peu le mode de consommation des jeunes maintenant, ce qui fait qu'il y a des troubles de vigilance qui sont qui sont les causes d'hospitalisation, parce que les gens sont dans des états plus ou moins comateux, on a des troubles de vigilance authentiques qui fait qu'on doit les amener ici, les surveiller. Bon retour. Merci. J'espère plus vous revoir ici, ce serait sympa. Ça entraîne aussi des problèmes neurologiques, ce qu'on appelle au niveau distal, donc des troubles de la sensibilité, de la motricité, au niveau des mains, des pieds. On peut perdre la vue, l'ouïe également. Ça attaque vraiment beaucoup de zones du système nerveux. Et puis enfin il y a les complications plutôt psychiatriques, des états délirants aigus, ce qu'on appelle des ivresses pathologiques, avec des conduites suicidaires, des troubles du comportement. Et puis quand on a une consommation plus chronique, il y a des problèmes de troubles anxieux et de dépression. Alors ça, très sincèrement, moi j'ai un degré de patience et d'empathie qui commence un petit peu on va dire, à être fluctuant avec les gens qui sont alcoolisés. Parce que c'est très chronophage, c'est des gens qui nous prennent beaucoup de temps, le motif de leur hospitalisation est directement lié à un comportement qu'ils ont. Enfin voilà, c'est de leur faute s'ils sont là quelque part. Donc, Tu as bu beaucoup? Tu sais plus? Il y a 3. Oui. On peut voir des gens qui vont marcher sur une fracture bimalléolaire, qui sont complètement alcoolisés, qui ne s'en rendront pas compte. Parce que l'alcool, c'est un antalgique très puissant, donc il y a des gens qui peuvent avoir des trucs vraiment embêtants et qui ne vont pas avoir les symptômes qu'on a d'habitude à cause de l'alcool. Alors la problématique, c'est que face à des gens qui sont complètement ivres, il n'y a pas de discours à avoir en fait. C'est des gens, bien souvent, ils se rappelleront même plus de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui rentrent de boîte de nuit, qui sont complètement ivres dans leur voiture. Et là, c'est dramatique. On voit régulièrement des cas dramatiques de gens alcoolisés qui ont des accidents de la voie publique très violents, avec des morts, des séquelles fonctionnelles à vie, des gens qui ont soit des troubles neurologiques, soit des amputations, des choses comme ça. Ça arrive très très souvent. Ah, monte un peu le son, s'il te plaît. Bon, il est dedans ou pas? Attends. Franchement, les gars, tu croyais pas que tu l'as laissé partir tout seul? Ouais, oublie là, vas-y. Tiens, fais. Attention! Oh putain! Pour les autres, le risque, c'est une désinhibition qui les amène à avoir des comportements bien au-delà de ce qu'ils auraient pu souhaiter, ou maintenant avec l'usage des téléphones portables, on est filmé pendant la soirée, se retrouver exposé au regard de tous le lendemain sur Internet, avec les sentiments de honte que ça procure, une désinhibition en termes de relations sexuelles, parce qu'une première relation sexuelle sur 3 est sous alcool aujourd'hui chez les adolescents, en termes d'agressivité et de violence. Ah, ta gueule! De tout temps, la consommation d'alcool a existé chez les jeunes. Les parents, les grands-parents ont connu beaucoup de cuites, ont consommé de l'alcool lors de fêtes familiales ou autres. C'est pas nouveau, ça. Ce qui est nouveau et qui nous a préoccupés et nous préoccupe toujours, c'est le mode d'usage de l'alcool. C'est-à-dire c'est un mode d'usage qui ne vise plus à faciliter les relations avec les autres, comme ça pouvait être le cas avant, pour être moins inhibé. Et en particulier face à l'autre sexe quand on est adolescent, mais c'est un mode d'usage pour soi, tourné sur soi, c'est-à-dire c'est l'alcool et moi. Il y a aussi cet effet, j'ai envie de dire, d'essayer de s'intégrer à un groupe de pairs dans lequel ils se reconnaissent, dans lequel ils essayent justement de forger leur identité et de se différencier aussi de l'identité de l'enfance et de leurs parents, d'une certaine façon. Effectivement, quand on consomme d'une façon, j'ai envie de dire, plus latine, où il y a plus de contact, plus d'échanges dans la façon de consommer, ça se fait plus dans la longueur, etc., c'est pas tout à fait la même façon que de
s'anesthésier, puisque c'est ce qu'ils recherchent pour la plupart, de s'anesthésier et de finalement, une fois qu'on est anesthésié, se mettre en dehors de l'autre, et donc s'isoler. La symbolique de l'alcool, elle est vraiment du côté du clivage. Elle est entre l'eau et le feu, quelque chose qui va être, qu'on va retrouver dans les eaux de vie, dans le rapport au liquide. Et puis le feu est quelque chose qui brûle, qui va faire qu'à l'intérieur, on s'enflamme, on va changer. On a quelque chose qui change. Et à l'adolescent, justement, l'adolescent, il n'est que clivage. Il est à la fois l'enfant qui a envie de rester, et puis cette quête de grand. Il n'a pas forcément envie d'être adulte, mais il a envie d'être grand, et il va être toujours entre les deux. L'alcoolisation intensive chez les jeunes est très partagée sur le plan sociologique. Évidemment, les alcools auxquels ils vont recourir ne seront pas les mêmes, du fait de leur coût. Mais à part cette dimension-là, on va retrouver ça aussi bien dans une cave de banlieue, d'un immeuble de banlieue, que dans les beaux quartiers. Donc non, on n'a pas là il n'y a pas de différence fondamentale selon les classes sociales. Ce qui laisse penser que c'est un phénomène, je dirais, dont les fondements psychologiques sont profonds, contemporains, récents, et ont à voir avec cette question d'une excitation qui serait recherchée et qui participe de l'époque. C'est une époque où l'excitation domine, ce qui est privilégié, c'est l'instant, c'est pas la réflexion, c'est l'action immédiate, c'est la résolution rapide des choses. Et donc l'adolescent est un reflet de nos modes de fonctionnement collectifs. À Nantes, la maison départementale des adolescents accueille notamment les jeunes en difficulté, seuls ou accompagnés de leurs parents. Des éducateurs les écoutent, les conseillent. Harold et sa classe de première s'y retrouvent pour préparer un film de prévention avec leur professeur. Le jeune reporter est très impliqué, tout comme Rémi à la caméra. Bonjour les gars, il y a plus de 20 secondes, alors soyez très bref. Rapide. Des reporters qui filment des reporters, c'est magnifique. Nous retrouvons la classe en train de débattre sur les méfaits de l'alcool et sur les grosses doses. Au lycée, l'an dernier, nous avons été extrêmement choqués par le décès d'un jeune qui est donc décédé par coma éthylique. Et c'est ce qui conduit aujourd'hui, moi c'est ce qui m'a amené à vouloir travailler avec les élèves sur cette question-là, voir comment on pouvait s'interroger, comment on pouvait poser des questions et quelle information on pouvait avoir envie de trouver et de communiquer aux autres au lycée. Ce serait conduite à risque. Ma première bière, c'était vers l'âge de 11-12 ans. Et ma première cuite à l'âge de 14 ans. On se libère, on se croit plus fort, on se lâche, on dit les choses telles qu'elles sont, on dit la vérité. On n'a peur de rien, on se sent super puissant. Donc voilà, c'est que des côtés positifs, donc les gens ont envie de prendre de l'alcool. Dans cette salle, qui boit ? Moi. Qui parmi vous aurait fait ou aurait déjà vu un coma éthylique dans une soirée ? Ce qui de nos jours devient quasiment banalisé. Oui, moi j'ai déjà fait un coma éthylique. Maintenant c'est bon, je les connais mes limites. Je sais pas, on en fait tellement, on grossit tellement aujourd'hui, je trouve. Franchement, bon, j'ai fait une fois un coma, mais c'était ma première fois. Bon, voilà, c'est normal. Mais après, une fois que j'ai su ça, paf, j'ai stoppé, quoi. On peut arriver à des soirées où 7 comas éthyliques peuvent tomber, finir à l'hôpital, on se souvient de rien, on se réveille juste autour des médecins, on comprend rien à ce qui nous arrive, c'est pas spécialement génial. Je vois par exemple au lycée, quand on boit dans les parcs ou quoi, ce qui est souvent le cas maintenant, quand on ramasse quelqu'un ou quand on appelle les pompiers pour aller l'emmener à l'hôpital et on voit la personne dans un état, c'est même plus second là, c'est tertiaire quoi, il est à la limite coma éthylique, tout ça, donc après c'est stressant pour l'entourage. Donc après là c'est la complicité du groupe qui règle souvent les problèmes et tout ça, et il y a une moralisation même au sein du groupe quand on ramasse quelqu'un à la petite cuillère et quand on le revoit le lendemain sorti d'hôpital, plus jamais ça quoi. Donc c'est vrai que la moralisation elle se fait peut-être un peu tardivement des fois, peut-être trop tardivement, mais elle se fait quand même à un moment ou un autre. Tu l'as déjà vécu ? Oui.
C'était un copain, une copine? Non, c'était moi-même. On m'a ramassé, on m'a amené à l'hôpital via les pompiers. Prenez des copains à vous, des copines qui tiennent des doses d'alcool importantes. Bizarrement, on les trouve super fun. Et bizarrement, c'est pas des sous-lots. On va trouver quelqu'un dans le sous-lot à partir du moment où il va commencer à aller aux toilettes et il va commencer à être très malade, quoi. Donc là aussi, au niveau de l'image, faut faire attention parce que c'est pas si simple et que souvent, nous, ce qu'on va retrouver dans nos centres de soins et les personnes qui vont prendre des risques graves, qui vont avoir des conséquences nocives, voire jusqu'à la dépendance sur les consommations, sont des gens qui ont une tolérance aux produits importante. Donc ils vont ingurgiter des doses d'alcool importantes. Finalement, si on vomit assez rapidement quand on a bu, ça veut dire qu'on tolère pas si bien l'alcool et c'est plutôt bon signe. Et je trouve important de parler de l'alcool puisqu'on est dans une société où c'est devenu quasiment... c'est rentré dans les mœurs, c'est quelque chose de... Je sais pas comment l'expliquer. Ça vous dérange que je vous pose 2-3 questions? À propos de quoi? À propos de l'alcool. Oh non, c'est pas. Vous buvez pas? Vodka, vodka Red Bull... Le tout? Non, vodka Red Bull, je veux pas moi. Tu veux pas? Bah non, tu sais, vodka ananas. Qu'est-ce que tu bois généralement? Tout ce qui passe? Ouais. Vous avez déjà vu des comas éthyliques? Oui, on est grand. En Angleterre particulièrement. Vous n'en avez pas fait? Non. Il y a d'autres raisons de consommer qui doivent alerter. C'est une recherche d'un effet un peu médicament, de se sentir mieux, de faire passer l'ennui, la solitude. Et puis, alors à l'extrême, c'est la recherche d'un effet anesthésiant. Vraiment, il y a des jeunes qui emploient ce mot-là, de plus rien sentir. Là, vraiment d'apaiser une souffrance importante. En premier, on va trouver des problèmes familiaux, on va trouver également des problèmes d'orientation, des problèmes de difficulté d'orientation scolaire, on va trouver des problèmes sociaux également graves. Donc en fait, on va trouver derrière cette façade qui paraît relativement banalisable, on va trouver quelque chose d'autre. Alcoolique à 12 ans, guérie par la seule force de sa volonté, soutenue par son entourage proche, Élodie raconte sa descente aux enfers dans son livre « Le premier verre ». À 20 ans aujourd'hui, elle met son expérience au service des autres en témoignant dans les collèges et lycées. J'ai commencé à boire, j'avais 12 ans. La première fois que j'ai consommé de l'alcool, c'était à la sortie des cours quand j'étais en 6e. Tout simplement pourquoi en 6e? Et j'étais dans une petite école à Moléon. C'était plutôt tranquille. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans un collège. C'était pas beau, c'était un vieux bâtiment, délavé. Tout ce qui est plus dégoûtant. Et un jour, 2 garçons m'ont dit pourquoi tu viendrais pas avec nous à la fin des cours, on va boire 2 bières. D'accord. Et j'y étais. Tout simplement, l'erreur peut-être ce jour-là que j'ai fait, c'est d'avoir commencé mes 2 bières. J'ai bu mes 2 bières et quand je suis rentrée chez moi, j'étais pas bien. Et là, ma maman m'a demandé ce que j'avais. J'ai dit que c'était une gastro, qu'il y avait une épidémie au collège. Elle m'a cru. Après, j'ai arrêté la bière, j'ai commencé à la vodka orange. Donc c'était dans des bouteilles, bien dissimulées dans mon sac. À ce que de sorte que les profs, s'ils me demandent d'ouvrir le sac, c'était que du jus de fruits. J'ai commencé à ressentir de plus en plus les manques, donc je buvais de plus en plus. Dès le matin, j'arrivais à me réveiller la nuit pour consommer un petit peu d'alcool. Je passais directement aux injections en fait, en intraveineuse. On prend du whisky, une seringue, et on s'injecte l'alcool dans les veines. À savoir que c'est très dangereux comme pratique, puisque l'alcool ne passe pas par le foie, et l'alcool passe directement du sang au cœur et du cœur au cerveau. Et du cerveau, ça retombe dans les jambes. J'ai pas beaucoup de souvenirs, parce que dès l'injection, 30 secondes après, je suis tombée raide. Petit à petit, j'avais plus d'argent.
Donc j'ai commencé à voler mes parents. J'ai volé mes parents pour pouvoir acheter de l'alcool. Donc j'allais directement à la source, hein, au niveau du compte. Je prenais la carte bancaire à ma mère, j'avais pu trouver le code et je retirais de l'argent. Tes parents, ils t'ont aidé après à essayer de t'en sortir? Bah, papa, ça l'a choqué. En fait, bah, normal, puisque ça faisait 25 ans qu'il avait arrêté. Ça a doublement choqué maman, parce qu'elle avait ses parents dans l'alcool. Elle a connu mon père dans l'alcool. Après, elle connaît sa fille dans l'alcool. Il y a eu quand même la nécessité d'un placement au foyer. Donc ça a été une grosse décision de la part de mes parents. Donc j'ai été très très longtemps fâchée avec mon papa. Je crois qu'on se parlait, on allait se parler 5 minutes. Au bout d'un certain temps, on allait se foutre sur la gueule. Quoi, on allait vraiment s'engueuler, mais c'était violent. Hein. Une fois, il m'a balancé une assiette à la tête. Hein. Moi aussi. Hein. Non, mais c'était vraiment des scènes violentes avec mon père. Au jour d'aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as arrêté de boire? Ça fait 4 ans... 4 ans et 3 mois, je crois, maintenant. Je suis pas encore guérie, malgré que je bois pas dans les soirées. Mais même après les caps des 5 ans, je retoucherai pas à l'alcool. En 6e, quand tu as commencé à boire, tes amis, elles se sont rendues compte Oui. Pas tout de suite, parce qu'en fait, après, j'ai arrêté d'aller avec elle et j'ai changé mes fréquentations. Et parmi tes professeurs, personne ne s'est aperçu de ton problème? Bah non, en même temps, quand vous avez un élève qui passe la plupart de ses cours comme ça. Hicham, tu t'étais. Tu descends. Ça va pas, tu descends. Tu descends. Ce sera le conseil de discipline. Et à l'issue du conseil de discipline, peut-être une scolarité gâchée. Vous savez, moi j'ai un niveau très petit, quoi. Niveau scolaire, je le cache pas. Pourtant j'en ai dans la tête, ça c'est sûr, mais niveau scolaire, vous me mettez devant des opérations à trous, je peux pas vous les faire, quoi. Multiplication, la table de 1, 2, 3, la table de 5, ouais, la table de 10. Là, je peux faire ma multiplication. En dessous, les autres, non. L'orthographe, c'est une faute à chaque mot. La recherche des limites est habituelle chez l'adolescent. Toujours explorer finalement le nouveau périmètre de son territoire. Hein. On n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte, on cherche les contours de ce territoire nouveau. Et donc il est assez habituel, et même plutôt signe de bonne santé, que d'explorer les limites de son territoire, les limites de sa résistance, les limites de ses capacités physiques, par des prises de risques, par des exercices sportifs intensifs, par l'alcoolisation, qui est une autre manière d'explorer ses limites. Je peux vomir à tout moment. Allez, santé! Habituellement, lorsque les limites ont été éprouvées, il y a un mouvement de repli ou un arrêt de la conduite. Là, ce qui nous préoccupe chez un certain nombre d'adolescents, c'est qu'ils vont de l'autre côté des limites, avec ce que l'on observe aussi chez certains, le sentiment que finalement, eux ne risquent rien, contrairement aux autres, et que pour s'éprouver vivants, pour s'éprouver existants, ils auraient besoin d'aller au-delà de la limite. Hein. Et c'est ce paradoxe que l'on retrouve souvent chez l'adolescent. Plus je risque, gros, plus c'est dangereux, plus ça signifie que je suis vivant si je m'en sors. En n'imaginant pas qu'on puisse ne pas s'en sortir. La réglementation de la publicité est un outil primordial dans la lutte contre l'alcoolisme et la lutte contre l'alcoolisme est une de mes priorités de santé publique. Pour autant, la loi Evin, qui avait fourni le cadre juridique de cette réglementation de la publicité, n'avait pas prévu le média Internet et pour cause,
puisque ce média n'en était qu'à ses balbutiements au moment de la promulgation de la loi. Je veux en effet encadrer pour mieux protéger. Il y aura donc des mesures d'encadrement de cette publicité, cette éventuelle publicité sur Internet. D'abord, l'interdiction de publicité sur les sites destinés à la jeunesse ou les sites faisant la promotion de l'activité sportive ou de l'activité physique. Votée le 21 juin 2009, la loi Bachelot interdit la vente d'alcool aux mineurs. Si un certain nombre d'articles apparaissent comme une réelle protection des mineurs, un amendement ouvre cependant la polémique. L'Assemblée nationale a autorisé la publicité en faveur de l'alcool sur Internet. La loi Bachelot perd beaucoup de son efficacité quand on sait combien les jeunes utilisent quotidiennement cet outil et pendant des heures. La loi Bachelot témoigne, je dirais, du souci des pouvoirs publics par rapport à l'alcoolisation des jeunes. De ce point de vue-là, c'est un signe manifeste. Bon, très bien, on se soucie, il y a un problème nouveau. Bravo. Mais encore aurait-il fallu, à ce moment-là, déployer une véritable politique préventive, économique, législative, enfin un ensemble, pas juste une mesure de changement de l'âge auquel il est possible d'acheter de l'alcool, des choses de ce genre. Surtout quand dans le même temps, évidemment, la possibilité d'avoir de la publicité par exemple, ou d'acheter des produits sur Internet est tout à fait ouverte. On va mettre 89, sinon ils vont pas m'accepter. Ok, le groupe, nos marques, consommer. On peut même commander de l'alcool un peu à travers Internet, si on a envie. Tricher sur son âge, comme je viens de le faire là, pour rentrer dans des sites qui vendent de l'alcool. Ou un truc qui s'est fait récemment, enfin ça fait 2 ans maintenant, mais on peut, en soirée, dès qu'on se retrouve à sec, on passe un coup de téléphone et on peut se faire livrer de l'alcool chez soi. Donc c'est quand même un peu de la poussée à la consommation pour les jeunes. Je veux un pack de 12. Prends plutôt un pack de 26. Il y en a de gratos et puis en plus c'est légal. Les deux amis, la vodka et le whisky. La vodka quand t'es pas là, et le whisky quand t'es parti. Ouais, c'est criminel, un jeune, il va à la caisse, il paye sa bouteille de vodka par exemple, qui sorte, la caissière, vous êtes d'accord avec moi, elle l'a laissé passer sans contrôler son identité. Elle n'a ni fait appel à la gendarmerie, ni à un vigile, ni au chef de caisse, ni au directeur. Et bah pour moi, la caissière, si le jeune se tue en ayant consommé la bouteille de vodka, Y'a pas de truc comme une grille là, dans notre collègue, moi je suis là, ouais, c'est quoi qu'on fait, c'est pas c'est criminel, je suis désolée. À l'heure où qu'il est, la loi devrait être plus sévère. Je ne vais pas trop m'étaler au niveau de la loi Bachelot parce que c'est pas une des lois que j'apprécie le plus, mais sa loi, alors épicé dans un violon, ça aurait fait pareil. 19 alcooliers français se sont regroupés pour créer Entreprise et Prévention. Si cette association se donne pour mission d'informer sur les bonnes manières de consommer, elle ne se prive pas pour autant de faire de la publicité sur son site. Il y avait des boissons alcoolisées sur Internet. Il y avait le site du ministère du Tourisme ou du Conseil régional de Bourgogne, où on parlait de vin, où on parlait de produits qui font aussi la réputation de la France. Quelque part, ces sites Internet étaient illégaux, puisqu'ils n'étaient pas expressément autorisés par la loi E20. Aujourd'hui, on a une présence encadrée, soumise à la loi E20 des boissons alcoolisées sur le net.
Bon voilà, Internet c'est un média qui n'existait pas au moment de la loi Evin. Aujourd'hui, c'est surtout d'ailleurs le monde viticole qui demandait ces clarifications. C'est important de savoir que ceux qui sont montés en première ligne là-dessus, c'est effectivement les parlementaires des régions vinicoles. Les alcooliers se sont bien tenus en retrait, mais qui en profitent, c'est eux en fait. Parce que ceux qui ont des gros budgets aujourd'hui et qui vont aller faire la publicité, et qui font déjà maintenant la publicité de toute façon, sous les formes qu'on a pu voir sur Internet, ce sont les alcooliers. Je pense pas que ce soit les sites les plus fréquentés de toute façon par les jeunes. Les sites alcooliers, ils vont beaucoup plus aller voir les publicités sur YouTube ou sur les sites très fréquentés, où là, du coup, ils sont même, je dirais, utilisés d'une certaine façon comme vecteurs de transmission de l'information et de la publicité. Les publicités sont extrêmement bien faites, avec des toutes petites séquences, en général humoristiques, avec un humour souvent macho quand il s'agit de bière. Ce sont souvent les publicités qui sont les plus utilisées, les plus regardées, les plus transmises. Voilà, l'exemple type macho, partagé dans une avec un ami. L'analogie entre le corps féminin, en situation, si je puis dire, et la bière. La publicité encadrée pour les boissons alcoolisées sur des supports qui ne concernent pas en plus la jeunesse, puisque la loi prévoit expressément que les sites destinés à la jeunesse, ou fréquentés par plus de 50% de personnes mineures, ne seront pas autorisés à la présence de boissons alcoolisées. Donc je pense que toutes les garanties sont offertes. Encore une fois, mieux vaut une clarification juridique qu'un vide juridique. Les marques, en tous les cas d'alcool, veulent vraiment cibler les jeunes. Ils cherchent toujours dans leur forme, dans leur packaging, à être très flashy, attirant pour les jeunes, mais aussi dans les noms qu'ils choisissent. Ils surfent un peu sur la transgression. Par exemple, ils parlent de boomerang, de desperado, de délirium très mince, de vaudou, de fruits défendus, de démons, belzébuth, qui sont vraiment des noms comme ça à connotation du fruit interdit. On a tout dit quand on a dit ça. La plupart des ados n'aiment pas le goût de l'alcool. Qu'à cela ne tienne, les alcooliers ont trouvé la parade. Ils fabriquent des produits alcoolisés sucrés, parfumés, de plus en plus sophistiqués. Les prémix, mélanges sournois et tout aussi dangereux que les alcools classiques, ont su séduire les jeunes. Plus encore, les boissons énergisantes permettent les mélanges les plus détonnants avec l'alcool. Et c'est le beau rôle des boissons énergisantes qui vont, eux, vendre du ludique, du sexuel, de la prise de risque, de l'incorporation de la peur sans se faire trop peur, en mélangeant avec de l'alcool. C'est ça le lien. On va choisir sa boisson énergétique. Le lien avec l'alcool, il peut être là. Donc tu la bois avec quoi? C'est sous-entendu avec l'alcool. Avec quel alcool? On va avoir la possibilité d'avoir des choses intéressantes parce qu'il va falloir donner son avis. Éventuellement faire un commentaire et l'envoyer à un ami, l'envoyer sur Facebook. Donc on va passer dans des choses qui vont être extrêmement pratiques pour les marques, puisque du coup ce sont les ados eux-mêmes qui vont faire leur pub. Plutôt qu'une publicité qui est interdite à destination des jeunes, il va falloir utiliser d'autres moyens pour s'adresser à eux, non seulement aux jeunes mais aux enfants. Pernod Ricard, qui a aussi acheté des marques de vodka très importantes, et parce qu'ils savent que c'est la vodka maintenant qui est la boisson d'entrée dans l'alcool des très jeunes, à partir de 12-13 ans quand même. Pernod Ricard sponsorise depuis plusieurs années des tournées d'été musicales. Les alcooliers font également la promotion de leur marque en sponsorisant des soirées. Ainsi, dans cette boîte de nuit, on se fait baptiser à coups de carafes de Ricard. Pour baptiser cette maîtresse MC Ricard. Allez tous ensemble, c'est go! Aimez-vous Ricard?
La loi E20, qui est une des plus strictes au monde, qui encadre totalement la commercialisation et la communication autour des boissons alcoolisées, elle autorise la communication dans le cadre des lieux de distribution d'alcool. Les producteurs de boissons alcoolisées, en tout cas certains d'entre eux, font des animations dans les lieux de consommation pour faire découvrir leurs produits. Voilà, il faut savoir que ces opérations, ces animations sont extrêmement encadrées. On a développé tout un programme de bornes éthylotest, etc. De même que des constructeurs automobiles s'investissent dans la sécurité routière, des producteurs de boissons alcoolisées estiment qu'il est de leur devoir et de leur responsabilité de se préoccuper de la communication du bon usage des produits auprès des consommateurs. Tous les alcooliers proposent la démarche du conducteur qui ne boit pas et qui permet à ce moment-là d'être sûr qu'ils pourront rentrer entiers après que 4 sur les 5 occupants de la voiture aient pu boire tous leurs sous quand même du coup. C'est moi qui te ramène. Non, tu sais pas conduire. D'où que je sais pas conduire. Alors, c'est un avantage quand même, faut reconnaître, c'est qu'il y a moins d'accidents éventuellement de la route, mais ça incite quand même à du coup ne pas avoir de limite, ne pas s'auto-réguler soi-même au moment où on commence à boire. Les alcooliers sur leur site, ils font pratiquement de la prévention. Ils disent attention, vous allez quand même pas boire de l'alcool, c'est super dangereux. On va avoir de l'alcool, des sites où bon, il faut faire attention avec l'alcool au volant, des petits jeux, des choses comme ça. J'ai vu des participations d'alcooliers à des émissions de radio ou de télévision où l'idée c'était on va leur apprendre à boire, à bien boire, si vous voulez, et donc ils n'auront pas ces ivresses aiguës. Ça, c'est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que le problème n'est absolument pas là. Parce que, par exemple, ces adolescents qui boivent beaucoup, ils ne consomment pas les alcools pour le goût. Mais ils vont en fait prendre tout ce qu'ils trouvent pour aboutir à l'ivresse le plus rapidement possible. Et là-dedans, il faut être méfiant que l'éducation ne soit pas une incitation. Voilà, consommer responsable. Responsabilité sociale. C'est bizarre de trouver ça sur un site qui vend de l'alcool, mais on peut regarder. Donc voilà. Alcool et les jeunes, par exemple. Des études récentes, voilà, patati patata, montrent une baisse de la consommation d'alcool chez les jeunes français. Ah, c'est tiré par les cheveux. C'est comme la grosse pub McDo avec juste derrière manger 5 fruits et légumes par jour, quoi. C'est un peu du foutage de gueule. Donc bon. Ils ont fait ça parce que sinon ils sont mal vus ou pour que ce soit un site bien, que ce soit une bonne marque qui fasse de la responsabilité pour la pub, quoi. C'est plus de la publicité qu'autre chose, que vraiment de la prévention. C'est ça qui est un peu triste. Les lobbies alcooliers, on pourrait dire, ils font leur travail, c'est-à-dire qu'ils cherchent. Et en France, on sait que c'est un secteur économique important. Ils cherchent à vendre et à se développer. On ne va pas leur en faire leur reproche. C'est leur métier de fabricants et de commerciaux. Encore faut-il qu'en face, il y ait des limitations qui soient apportées, par la loi parfois, mais aussi par la prévention, par toutes sortes de messages. C'est ça qui fait défaut. C'est ça qui contrebalance une politique commerciale qui éventuellement peut être agressive. Mais il faut savoir aussi que ce sont les alcooliers qui financent le plus lourdement les campagnes de prévention. C'est pas le moindre des paradoxes. Alors pourquoi les pouvoirs publics ne se soucieraient pas davantage de faire de la prévention? Il y aurait peut-être un peu plus de crédibilité dans les messages, vous voyez. Oh le rebelle. Pour des raisons économiques et légales, les ados évitent de plus en plus les lieux de consommation traditionnels. Ils se cachent pour consommer. Comme ce groupe filmé en caméra cachée, ils squattent la nuit une grange isolée. C'est la grange. On se réunit ici parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Ici, quand il pleut, on est à l'abri. Puis voilà. Tout ce qu'on a fêté, on le fait ici. On se fait chier ensemble. Ça évite de rester à la maison, de puis visser sur la chaise. Ça nous sort. Et la prévention, elle doit porter aussi sur l'amélioration du bien-être des adolescents. Au-delà du produit alcool, du produit tabac ou du produit autre drogue, l'amélioration du bien-être des adolescents, c'est-à-dire pouvoir
trouver pour eux des lieux pour parler lorsqu'ils ne vont pas bien. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, avant d'être malade, avant d'être dans des situations de risque, l'adolescent doit trouver des solutions pour rencontrer des gens qui l'aident, des adolescents comme eux qui l'aident. Les maisons départementales des adolescents travaillent en lien avec des associations municipales. Des jeunes bénévoles interviennent aux abords des lieux festifs les soirs de week-end. Ce sont les veilleurs de soirée. Par exemple, la maison des adolescents. Est-ce que vous connaissez la maison des adolescents? T'as jamais entendu parler? En fait, c'est un lieu qui est tout près d'ici. Et tu peux justement aller parler librement, anonymement, si tu as des questions pour toi, pour des cas qui t'intriguent, qui t'inquiètent. En fait, c'est des réglettes d'alcoolémie. Alors, vous, peut-être que vous ne consommez pas aujourd'hui, peut-être que vos parents... à une fête de famille ou c'est pour ça qu'on vient grand-maman. Voilà. En théorie, en fait, t'élimines à peu près entre 0,10 et 0,15 grammes par heure. Et les filles, elles savent se défendre ou pas? Avec la guitare. Avec la guitare et le garde du corps, voilà. La guitare, ils peuvent pas, la guitare. Je pense que ce qu'on fait quand on est bourré, on ne le ferait pas forcément en étant conscient. Ça peut engendrer des regrets. Non, mais oui, il y a des garçons qui en profitent, hein, c'est clair et net. Moi, j'ai déjà entendu dans une soirée, on va la bourrer pour que puisse coucher avec moi, mais si je vais en boîte, jamais. C'est un principe de base. Hein. C'est déjà, si on est une fille, on va jamais tout seul aux toilettes. On va toujours avec quelqu'un, on boit pas. Non, mais il y a un dialogue qui est possible avec vos parents? Oui. Ouais. Je sais que mes parents ont confiance en moi. Donc je me vois pas outrepasser cette confiance. Je me dis, je veux pas. Je sais qu'ils me font confiance sur certaines choses. J'ai le droit de faire beaucoup de choses comme je veux. J'ai énormément de liberté. Mais si je dépasse cette limite, c'est clair que ça m'embête, quoi. Parce que les parents, je pense que ou alors ils nous encaissent dès qu'on a envie de sortir faire des conneries, ou alors ils nous laissent complètement libres. Ils s'en foutent totalement de ce qu'on fait. Et du coup, on n'a aucune notion en quelque sorte. Alors que quand on en a parlé avant les parents, quand on a parlé avec les parents de des risques, de tout et tout, du coup... il y a eu un cadre de posé. Je pense qu'il y a eu vraiment un cadre posé. Ouais. Et puis vu qu'il y a une confiance, il y a vraiment ouais, la confiance. Oui, mais voilà. Du coup, oui, mais ça vient de l'éducation, la confiance. Je pense que vu qu'ils nous font confiance, on n'a pas non plus envie... S'il y a vraiment un lien de confiance entre les deux, je pense que ça va dans les deux sens. C'est très difficile d'atteindre la modération à l'adolescence. Et sur le plan des modérations, c'est les familles qui sont les mieux placées pour faire de la prévention primaire et expliquer aux adolescents. On peut avoir des parents qui vont banaliser plutôt la consommation en se disant il faut que jeunesse se passe, on est aussi passé par là, donc du coup il y a une espèce de miroir par rapport à sa propre adolescence, à son propre processus. Ou alors par rapport à une culture aussi familiale, etc. Soit on va être sur des parents qui vont complètement dramatiser la consommation. Alors là, pour le coup, dès qu'on constate une consommation, ça devient catastrophique, il faut aller voir des médecins parce qu'on a très peur pour eux. Et puis on a beaucoup de parents qui souvent regrettent de s'en être rendus tard. Alors souvent ces parents ont du mal à accepter que leur enfant est en difficulté. Comment alerter les parents? L'association L'École des parents et des éducateurs organise des colloques. Le thème de cette année, adolescents et dépendance. De quelle manière les institutions sanitaires, scolaires ou sociales peuvent-elles prendre en charge ce problème? Comment aider l'adolescent? Avant tout, en informant et en développant la prévention. Les adolescents, dans cette période difficile de transition vers l'âge adulte, ont besoin de soutien, d'accompagnement. Aux parents et aux spécialistes de les aider à mieux maîtriser leur consommation d'alcool. On n'en parle pas beaucoup, quoi. C'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Bon, elle passe des soirées avec des amis où je suis pas là, je contrôle pas, mais à mon avis, non. Je pense qu'elle n'a pas envie de perdre le contrôle. Ça ne se sent pas, je dirais. Alors, est-ce que c'est suffisant pour en être sûr? Je n'en sais rien, mais il n'y a pas de manifestation apparente. Alors, peut-être a-t-il une capacité de résistance qui lui permet de camoufler justement ce type de phénomène.
Je lui ai déjà offert le champagne, par exemple, lors de son anniversaire récemment. Il dit, écoute, t'as droit à une coupe de champagne, exceptionnellement. Il n'en a pas pris une deuxième. Au moment de l'alcoolisation ou au moment qui arriverait, je veux dire, je pense qu'il y aura un accompagnement sur le fait de l'alcoolisation. Après, c'est sûr que le lendemain, on reprendrait ça en tête à tête, voire sur un moment de peut-être d'un partage d'un moment de footing ou de sport pour espérer parler un petit peu de ce qui s'est passé, quoi. J'ai perdu un enfant de 19 ans le 20 mars, exactement à 4 heures du matin. Et il a fait la fête avec ses amis. Il était dans un appartement commune de Sainte-Thorette. Et bon, ils ont bien arrosé. La fin de la journée, Vincent s'est couché et le lendemain matin, son ami l'a retrouvé décédé, étouffé par son vomi. Tout le monde boit, mais il faut savoir boire intelligemment. Mais les jeunes à l'heure actuelle, ils ne savent plus le faire. C'est, je bois. Et... De toute façon, moi, je fais passer ce message à la jeunesse. Il faut qu'ils boivent intelligemment. Il y a trop de drames. Dans n'importe quel sens, il y a trop de drames. Et c'est dur que d'autres parents ne subissent pas ce qu'on a subi. Témoigner. Je ne l'ai jamais fait. Je comprends que cela signifie parler en public, expérience à laquelle rien ne m'a préparé. J'éprouve le plaisir de dire aux jeunes, vas-y, essaie de consommer de l'alcool toute ta vie sans t'arrêter, mais que ça reste occasionnel. C'est important de leur faire passer le message. C'est important que eux, t'as peut-être des petits frères, t'as des petites sœurs. C'est vrai que je surveille déjà mon petit frère et il a 13 ans. Il commence à vouloir sortir et je sais que je le surveille déjà là-dessus et encore plus, tu m'as conforté encore plus dans l'idée de le surveiller. Je pense que du point de vue des messages qu'on peut faire passer utilement aux parents en particulier, il y en a quand même un certain nombre. Le premier, c'est que quand leurs enfants sont petits, de donner la préférence à des temps de jeu gratuits, sans recherche de stimulation ou d'excitation, de baisser la pression sur les résultats scolaires, etc., pour permettre à cet enfant de grandir avec un peu de jeu dans les relations avec le monde, avec les objets, avec les autres. Ce sera autant de bénéfices ultérieurs quand il sera adolescent. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que quand ils sont adolescents, il ne va pas falloir attendre qu'ils aient 15, 16, 17 ans pour parler de ça avec eux. C'est ce que l'on observe maintenant, le rajeunissement du recours à l'alcool implique que dès le début du collège, ça fasse partie des sujets de conversation, comme la rencontre quasi inévitable qu'ils vont avoir avec le cannabis, avec des images pornographiques, etc. J'étais chez moi et avec ma colocataire, on avait pas mal bu et 3 bouteilles de rosé. Il y avait 1,5 g d'alcool et on a pris le scooter pour aller en boîte et puis sur la route, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai percuté un poteau. 1 mois et demi après, je me suis réveillée du coma. Je savais pas où j'étais, ni ce qui se passait. J'étais perdue. Ça sert à rien. L'alcool, ça nous rend gai, tout ça. Mais bon. La télé, ça vous dérange si je vous pose 2-3 questions? Si tu vas. Tu vas bien? Merci. Bah, ça t'arrive de boire en soirée donc?
Ouais. Ouais, tu bois quoi généralement